Quasiment tout ce que vous pourrez trouver dans les livres ou sur Internet à propos des personnes qu'on appelle à haut potentiel intellectuel, les surdoués, les zèbres, en tout cas dans le domaine de la francophonie, eh bien tout ce que vous trouverez parlera d'une intelligence non pas quantitativement supérieure, mais d'une intelligence qualitativement différente. Et pour qualifier des personnes très intelligentes, on dira le haut potentiel, la douance, et parfois même la zébritude, comme s'il s'agissait d'une entité à part entière. Eh bien ça renforce l'idée d'une intelligence qualitativement différente. C'est vrai que, comme je le disais dans cette vidéo que vous trouverez quelque part par ici, l'intelligence est tabou. Alors il faut faire du politiquement correct. Mais alors, qu'en est-il réellement? Que dit exactement la science? Déjà, au niveau des tests. J'ai détaillé le contenu des tests, les types d'épreuves dans le premier chapitre des podcasts Méta de choc sur les contes et légendes de l'intelligence. Sur mon site web surdoué.fr, je détaille de manière plus technique certains aspects des tests, comme leur étalonnage, leurs propres propriétés et d'autres choses encore. Pour faire court, il y a différentes épreuves qui sont réparties selon leur contenu, comme un contenu de compréhension de concepts verbaux, un contenu de manipulation d'objets visuels, un contenu sur la logique, sur l'utilisation de la mémoire de travail et de la vitesse de traitement. À l'intérieur de chaque épreuve, alors oui, sauf pour les épreuves de vitesse de traitement, mais à l'intérieur de chaque épreuve, les items, c'est-à-dire les questions, sont rangés par ordre de difficulté du plus simple au plus complexe. Et donc, plus on va loin dans l'épreuve, et plus c'est difficile. À la fin, on va additionner le nombre de bonnes réponses, et ce nombre est ensuite comparé au nombre de bonnes réponses qu'obtiennent les personnes de notre âge, de votre âge, de la personne testée en fait. Donc, on aura répondu moins, autant ou plus que la majorité des personnes de notre âge, et on aura ainsi un classement, c'est-à-dire un positionnement de notre réussite vis-à-vis de la réussite des autres personnes. Donc, au niveau du test, la note de QI que vous obtiendrez ne correspond qu'à une quantité de bonnes réponses comparativement à d'autres personnes. Et j'insiste sur la quantité de bonnes réponses parce que à aucun moment, une question traite de quelque chose de différent et qui serait ainsi la preuve d'une pensée en arborescence, d'une empathie ou d'une sensibilité particulière. En fait, la difficulté requiert plus de capacité de mémoire de travail, de ce qu'on appelle le contrôle exécutif, de flexibilité mentale pour changer son mode de raisonnement. Eh bien, en fait, toutes ces petites choses, l'on utilisait déjà avant, mais ici, la charge cognitive est beaucoup plus intense avec la difficulté. Ensuite, au niveau des neurosciences, lorsque l'on fait de l'imagerie cérébrale pour comprendre les réseaux neuronaux incriminés, ce sont surtout les aires cérébrales impliquées dans la résolution de problèmes qui sont concernées, entre le cortex pariétal et le cortex frontal. Et il n'y a pas d'autres aires. Certaines études ont montré que les personnes à haut QI, oui, je parle ici de personnes à haut QI parce que c'est l'unique consensus scientifique en fait. Donc, les études ont montré que les personnes à haut QI automatisaient la résolution de problèmes et utilisaient ainsi moins d'aires cérébrales que les personnes à QI moyen. Sans parler d'intelligence et de QI, on a pu montrer la même chose après un entraînement au jeu Tetris comparativement à des novices de ce jeu. C'est-à-dire que les personnes qui s'étaient entraînées à Tetris utilisaient moins d'aires cérébrales que les personnes qui débutaient ce jeu. Et chose importante, il n'y avait pas de cassure, il n'y avait pas de changement net entre les personnes à QI moyen et les personnes à haut QI. Il s'agissait tout le temps d'une activation ou d'une désactivation d'aires cérébrales, mais toujours de manière continue. Pour résumer, avoir un haut QI, c'est aller davantage droit au but lorsqu'on doit résoudre une tâche. Et j'insiste bien sur la résolution d'une tâche. Et puis, avoir un QI plus moyen, c'est faire appel à plus d'aires cérébrales, probablement parce qu'on ne sait pas comment résoudre une tâche, alors on tâtonne un peu. Eh bien, tout ça, ça entre en contradiction avec ce qui se dit autour de la pensée en arborescence, autour du fait que ces personnes partent dans tous les sens et activent plus leur cerveau. Mais encore une fois, ici, il s'agit de résolution de problèmes, parce que l'intelligence, c'est avant tout résoudre des problèmes. Alors, d'où vient cette idée d'intelligence qualitativement différente? Comme je le disais, il y a un tabou autour de l'intelligence. Ma mère m'a toujours dit « Stéphanie, il ne faut pas que tu dises que tu es intelligente ou que tu es compétente et que tu as des connaissances.
Ça fait pas modeste. Il faut qu'on pense que tu sois modeste. Ouais, c'est une anecdote personnelle, mais je pense qu'elle représente un stéréotype assez prégnant dans la société. D'ailleurs, lorsqu'on demande à des personnes ce qu'elles pensent de quelqu'un qui possède une très, voire une trop bonne estime de lui, elles disent qu'il paraît arrogant. Et c'est pas bien d'être arrogant. L'arrogance est mal vu. Quelqu'un d'arrogant paraît désagréable et puis risque de se retrouver seul. Alors, si vous êtes intelligent, selon votre vision du monde, votre expérience de vie et comment vous avez été éduqué, vos valeurs, il peut y avoir une petite voix en vous qui vous dit mais voyons, pour qui tu te prends? Partant de là, il vaut mieux ne pas dire que nos résultats à un test de QI représentent une intelligence quantitativement différente. La notion de qualitatif est alors beaucoup plus admise. Comme je le disais dans la vidéo à propos de la guerre entre les cliniciens et les chercheurs, les psychologues, comme tous les êtres humains, même comme pour les personnes à haut QI, donc les psychologues ne sont pas exempts de biais cognitifs et d'erreurs d'interprétation. Je parlerai d'ailleurs de ces erreurs d'interprétation dans la prochaine vidéo qui traitera des émotions et notamment des compétences émotionnelles. Pour conclure, l'intelligence d'un point de vue scientifique est considérée comme des capacités cognitives dont l'échelle est quantitative et non qualitative. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les émotions.